Et voilà, de retour sur le plateau de Smart Tech, l'émission qui s'intéresse au monde de l'innovation, à la nouvelle société numérique. On va, dans cette deuxième partie d'ailleurs, faire notre zoom quotidien sur une innovation. On va découvrir un concept de bateau qui serait capable demain de pulvériser tous les records de vitesse grâce à une solution inspirée du kitesurf, une solution technologique qu'on découvrira donc en fin d'émission. D'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous. C'est un nouveau rendez-vous. Il s'appelle Le numérique, c'est politique. Voilà, avec cette conviction que la techno, c'est pas juste une question tech, c'est aussi une question de politique publique. C'est un point de vue qu'on défend, je crois, au quotidien dans Smart Tech, et ça méritait, je pense, d'avoir son propre rendez-vous. Alors pour l'incarner, j'ai sollicité un pionnier du web, entrepreneur engagé, Tariq Krim. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Tariq, donc pour ce premier rendez-vous, le numérique c'est politique. D'abord sur cette question, j'aimerais avoir votre perception sur le lien entre la technologie et le politique. Je crois que la technologie en tant que telle est déjà une idéologie. Je dirais même, j'irais même plus loin, c'est quand on regarde l'histoire de la technologie, on a en fait toujours cette crainte d'un côté la technologie qu'on maîtrise, qu'on contrôle et qui nous rassure, et de l'autre côté la technologie qui nous échappe et qui nous fait peur. Et c'est un sujet qui a, en fait, dans le domaine de l'informatique spécifiquement, été très important, puisque depuis les années 60, incarné à la fois par Doug Engelbart, qui a été l'inventeur de la souris, du bureau, c'était comment créer une informatique qui soit facile à utiliser, qui nous permet de faire plus de choses, et d'autre côté, la vision de l'intelligence artificielle, où là, il s'agissait de voir comment l'informatique va nous contrôler et tout organiser. Donc, opposer les deux, c'est presque une supercherie finalement, de faire croire que la techno sans le politique est possible. Oui, absolument. C'est déjà, le sujet dont on pourra parler longuement à travers ces chroniques, c'est effectivement que le politique ne maîtrise pas les bases de la technologie, les enjeux, mais également la culture de la technologie. C'est vraiment, quand on parle de la culture numérique, il y a eu 3 cultures essentiellement. Une culture qui est née en Californie, qui était basée sur le post-hippie, donc cette idée de liberté. La technologie incarne la liberté, essentiellement la liberté individuelle. Une technologie qui était issue de la cybernétique en Russie, qui consistait à dire comment on va construire des systèmes de contrôle, comment la technologie va nous aider à organiser le pays. Alors ça n'a pas marché à l'époque, mais quand on regarde ce qui se passe en Chine, on se dit qu'il y a une forme d'inspiration de tout ça, avec ce qu'on appelle le crédit social. Et puis il y a une vision européenne qui se cherche, qui est comment la technologie en fait construit un environnement qui respecte à la fois les individus, mais qui respecte aussi les valeurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des Lumières. Alors, on a titré ce premier rendez-vous « Le slow web, c'est politique ». Quelle est votre définition du slow web ? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le slow web est une formalisation d'une idée que j'ai depuis longtemps, mais qui est une idée aussi qui existe depuis longtemps, qui est notre rapport à l'abondance. Oui. En fait, quand on y réfléchit, toutes les religions monothéistes, à travers le carême, le ramadan, le shabbat, ont appris, à travers des rites, à travers des traditions, à gérer cette idée d'abondance. Donc on jeûne pour ne pas apprendre aussi à ne pas uniquement consommer. Et ces rites, cette façon d'apprendre dans le monde, dans la religion, n'a pas été traduite dans le monde numérique. En fait, dans le monde numérique, on est dans un monde d'abondance, on a tout. D'ailleurs, on ne sait pas quoi faire, puisque tout est à notre disposition. Il y a des milliers de séries télé, laquelle voir. Il y a tous les contenus de la planète, et maintenant toutes les conversations sont possibles. Et donc, on a cette incapacité, parce qu'on n'a pas su construire en fait des rites et une forme de traitement de la gestion, ce que j'appelle la gestion du monde fini. C'est que finalement, l'idée du slow web, ça s'inspire évidemment du slow food, ça s'inspire de ce qu'on appelle le slow life, qui était un mouvement aux États-Unis qui consiste à dire il faut reprendre du temps à soi. C'est-à-dire que la société nous prend tout notre temps et on n'a jamais de temps pour soi, et c'est pour ça qu'on a ce manque de plénitude, ce manque d'entièreté. Mais dans le domaine du numérique, l'idée en fait qui a démarré un peu avec quand j'ai démarré NetVibes, c'était de se dire comment on rend en fait un monde infini, ou en tout cas de potentiel infini, on le rend fini, on crée des règles d'organisation, une forme de discipline qui nous permettent en fait de le rendre digeste. Et ça, c'était à l'époque, quand on a démarré, il y avait des milliers de blogs, il y allait en avoir des millions.
Et puis soudain, en fait, on était perdus. Et donc l'idée, c'était comment organiser une petite partie, créer des habitudes, se créer un rituel quotidien. Et évidemment, ce qu'on appelait les flux RSS et les blogs a été avalé par la machine des réseaux sociaux, qui ont repris l'autre vision, la vision de l'algorithmisation. Et donc aujourd'hui, notre vie, nos rêves, tout ce qui fait partie de notre quotidien est en fait mâché par ces plateformes. Et comment est-ce qu'on revient à un slow web, justement, dans ce contexte donc ça ne peut être qu'un acte politique, en tout cas une décision volontaire. Comment est-ce qu'on revient à un slow web ? Aujourd'hui, on est dans un monde de chaos. C'est ce que Nassim Taleb appelle le monde antifragile. C'est-à-dire que ce sont des choses qui s'amplifient avec le chaos. Donc, au contraire, on l'a vu avec Trump, on l'a vu avec la polarisation, on le voit toujours avec le Covid. Ouais. Et moi, j'ai toujours pensé en fait que le rôle du gouvernement ou le rôle d'un État est de ralentir le temps. Cette idée d'un village avec son église, ses clochers, où on a le temps de vivre, de voir ses amis, de s'organiser, c'est quelque chose qui est très important. Et aujourd'hui, en fait, la question politique qui va s'associer et qui est au cœur de la campagne, c'est est-ce qu'on construit ce que certains appellent un État-plateforme, c'est-à-dire qu'on reprend les méthodes et les techniques de Google pour asservir les citoyens avec un État sans fonctionnaire, avec juste des services de cloud qui organisent votre vie. Le pass sanitaire en étant d'une certaine manière la première étape, c'est-à-dire qu'on n'a plus de relations, on a quelque chose sur son smartphone, on le montre, ça marche pas. Si ça marche pas, on ne sait pas pourquoi. Les gens d'ailleurs maintenant, avant d'aller voir les mesures qui sont annoncées par le gouvernement, vont sur le GitHub de Tous Anti-Covid pour voir quels ont été les changements de code, donc quelles sont les nouvelles règles. C'est assez étonnant. Et puis de l'autre côté, cette idée de construire un environnement beaucoup plus sobre, où en fait on redonne aux gens de la confiance en eux par des logiciels aussi qui soient plus digestes, qui soient beaucoup plus simples à utiliser. Et entre l'idée de la vitesse, de l'optimisation, de l'autre côté, il y a l'idée de construire des choses pérennes sur le long terme. Finalement, le rôle d'un gouvernement et d'un État, c'est de créer des infrastructures solides et de laisser les gens vivre sereinement autour de ça. Merci beaucoup, Tariq Krim. Donc, on vous retrouve régulièrement désormais dans Smart Tech pour nous parler de ce rapport entre la technologie, le numérique et la politique. Merci. Merci, Tariq Krim. À suivre dans Smart Tech, on parle de notre Zoom quotidien sur l'innovation avec un nouveau concept d'avion qui pourrait voler.